Français, où va l'État territorial, le point de vue des collectivités? La réforme des administrations déconcentrées de l'État est suivie de près par l'ensemble des inspections générales. Et de nombreuses études lui sont consacrées, mais les collectivités sont rarement interrogées. En effet, depuis la publication en juin 2011 du rapport d'information de la mission commune d'information du Sénat sur la révision générale des politiques publiques, et à l'exception des rapports publiés annuellement par les commissions des lois et des finances, dans le cadre de l'examen des projets de loi de finances, aucune analyse globale de la situation n'a été entreprise à partir du point de vue spécifique des collectivités. Le rapport de 2011 précité avait mis en évidence le fait que les collectivités territoriales sont directement confrontées aux conséquences de la réorganisation administrative de l'État. Depuis lors, les réformes ont été poursuivies à un rythme soutenu. C'est pourquoi il était devenu indispensable de réinterroger les collectivités, de rassembler leurs attentes, de proposer des réponses à leurs questionnements. C'est l'objet du présent rapport qui s'inscrit pleinement dans la mission d'évaluation des politiques publiques confiée à votre délégation. En complément des travaux que conduit parallèlement la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des dernières lois de réforme territoriale, mises en place par la commission des lois et dont le champ est plus diversifié, il présente un panorama large et documenté des relations actuelles entre les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales. Pour élaborer ce panorama, les rapporteurs de votre délégation ont en effet réalisé 20 auditions, dont 2 sous la forme de table ronde. Ils ont ainsi rencontré quelques 70 personnes, élus locaux, organisations syndicales, administrations centrales et déconcentrées, membres des inspections générales de l'État ayant travaillé sur le sujet. Ils se sont aussi appuyés sur les témoignages des acteurs de terrain rencontrés au cours de deux déplacements, l'un à Orléans et l'autre à Limoges. Enfin, ils ont consulté les élus locaux par Internet. En un mois, 4500 contributions sont parvenues, dont 57% provenant de maires. Ces contributions ont permis à vos rapporteurs d'acquérir une connaissance fine de l'incidence des réformes des services déconcentrés sur les collectivités territoriales, des difficultés que ces derniers rencontrent ou anticipent et de leurs attentes à l'égard de l'État et de ses services. Assurer l'unicité de l'administration territoriale de l'État. 1. Consolider l'autorité du préfet sur l'ensemble des directions régionales. Veiller à l'inscription des services non placés sous cette dépendance hiérarchique, ainsi que des entités régionales des agences de l'État, dans la logique de coordination par lui de l'ensemble des moyens de l'État dans la région. 2. Instaurer une durée minimum d'affectation pour les préfets qui devrait être de 3 ans. Remettre aux préfets au moment de leur désignation une lettre de mission signée du Premier ministre fixant leurs priorités et les conditions d'exercice de leur mandat. Au moins 3. Au moins, dans les régions fusionnées, établir au chef-lieu de région un état-major régional composé des directeurs régionaux, recteurs et directeurs généraux de l'agence régionale de santé, assistant le préfet de région dans sa mission de pilotage et de mise en cohérence de l'action de l'État. 4. Renforcer sous l'autorité des préfets la coordination des directions départementales interministérielles entre elles. B. Maintenir la proximité de l'administration déconcentrée avec les collectivités territoriales. 5. Consolider les DDI les plus fragilisés. 6. Accorder une attention spéciale aux besoins des départements les moins bien munis ou dans lesquels les besoins spécifiques sont identifiés. Seuil de 500 000 habitants, cas des départements peu peuplés à forte fréquentation touristique. Les départements de montagne à besoins spécifiques. 7. Pérenniser l'organisation multisite des services déconcentrés, tout en veillant à prévenir le surcroît de complexité administrative résultant de la relative dispersion des services. 8. Promouvoir une réflexion territorialisée sur les projets de rationalisation, d'implantation des services de l'État afin d'éviter les fermetures simultanées de plusieurs services dans une même collectivité. 9.
Mobiliser les schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public dans un objectif d'équilibre territorial dans l'accès aux services. 10. Généraliser les maisons de services au public dans chaque intercommunalité en espace rural. Élaborer un guide des bonnes pratiques. 11. Expérimenter la possibilité que le secrétaire général de la préfecture de région devienne préfet du département, chef-lieu, tout en étant accompagné d'un adjoint sous-préfet territorial chargé de la ville-centre. 12. S'assurer que le sous-préfet de la ville-centre assure complètement, parallèlement aux tâches qu'il exerce au titre de la préfecture, sa mission d'appui aux communes rurales présentes dans son arrondissement. 13. Dans les grandes régions, maintenir et restaurer, si nécessaire, le dialogue des directions régionales déconcentrées avec les conseils régionaux. 14. Pérenniser et développer le dispositif EDER et valoriser son retour d'expérience dans toute la mesure du possible. 15. S'assurer que la dématérialisation des actes et le recours aux téléprocédures n'entraînent pas un coût supplémentaire pour les petites collectivités et tiennent compte de l'inégale couverture du territoire par le haut débit. C. Donner aux collectivités territoriales les moyens de surmonter la complexité de l'organisation et des procédures administratives. 16. Conforter l'échelon départemental comme périmètre effectif de mise en œuvre des politiques publiques en renforçant l'autorité des préfets sur le DDI et en consolidant la mission de coordination qu'il exerce à l'égard des agences de l'État. 17. Développer sous le pilotage du préfet de département ou de son représentant désigné projet par projet un mode d'organisation transversale et intégré pour lancer et mettre en œuvre les projets des collectivités territoriales. 18. Désigner un référent généraliste qui peut généralement être le sous-préfet chargé de piloter le montage du dossier ou en front office de jouer au départ du projet le rôle de courroie de transmission, en orientant là où les collectivités intéressées vers les ressources en ingénierie appropriées. 19. Développer la méthode et procédures uniques d'autorisation en s'inspirant du permis environnemental unique. Encadrer dans les délais préfixés les réponses administratives à des demandes collectives, engagements qualitatifs, prévoir que toutes les préfectures devront être couvertes par des engagements qualitatifs. 21. Tester l'élargissement de la technique du rescrit qui offre un cadre juridique stable pour la mise en œuvre d'un projet. 22. Favoriser la contractualisation, contrat de ruralité, contrat de ville, dans des conditions équitables pour l'ensemble des collectivités susceptibles d'en bénéficier. D. Recentrer l'action de l'administration territoriale sur les politiques publiques strictement étatiques. 23. Rendre impérative une vraie concertation nationale préalable avec les associations d'élus locaux avant tout lancement de politiques ministérielles se chevauchant avec des compétences décentralisées. 24. Recentrer l'État sur ses missions régaliennes et engager l'extinction des doublons en prévoyant la reprise par les collectivités territoriales des services déconcentrés en charge de politiques essentiellement décentralisées, telles que la partie du social transférée au département, la culture, le sport. 25. Achever la décentralisation de certaines compétences en opérant les transferts de personnel correspondants. 26. Compenser véritablement le coût des politiques d'État dans la mise en œuvre est confié aux collectivités. Renforcer la cohérence et la dimension facilitatrice de l'action de l'administration déconcentrée en direction des collectivités territoriales. 27. Mieux articuler les procédures d'octroi de la dotation d'équipement des territoires ruraux avec les procédures correspondantes départementales et régionales. 28. Associer les élus locaux à l'élaboration des réformes de l'administration déconcentrée. 29. Stabiliser l'administration déconcentrée, tout au moins enserrer dans des délais raisonnables la réalisation des réformes. 30. Accorder au préfet de département le pouvoir de adapter certains éléments non cruciaux du droit en vigueur
afin de faciliter la réalisation de projets d'utilité générale. 31. Sécuriser sur le plan contentieux la mise en œuvre des projets portés par les collectivités territoriales en élargissant la possibilité donnée au juge administratif de ne pas prononcer l'annulation d'un acte administratif affecté d'une inégalité mineure au regard de son intérêt économique et social. 32. Orienter le contrôle de légalité en amont de la prise de décision des collectivités par l'offre d'avis et de conseils sur les procédures et sur le droit applicable. 33. Créer des indicateurs permettant de rendre compte de la montée en puissance de l'activité de conseil dispensée notamment dans le cadre du contrôle de légalité. 34. Renforcer l'efficacité des ressources humaines affectées au contrôle de légalité et au conseil, soclage des effectifs et repyramidage. 35. Pérenniser la capacité de expertise des administrations. Dans le début des années 2000, les services déconcentrés de l'État sont confrontés à une succession de réformes qui remettent périodiquement en question leurs modalités d'organisation, leurs priorités d'action et leurs moyens matériels et humains. Si les finalités poursuivies par ces réformes et les méthodes mobilisées pour leur élaboration et leur mise en œuvre sont parfois différentes ou à tout le moins présentées différemment, les associations des locaux et syndicats des personnels déconcentrés auditionnés par vos rapporteurs s'accordent sur un constat. Les réformes engagées poursuivent prioritairement un objectif de modération budgétaire et associent insuffisamment les acteurs de terrain. Bien que des évolutions positives aient pu être accomplies dans le sens d'une plus grande efficacité et d'une plus grande pertinence de l'action des services de l'État dans nos territoires, il résulte du zèle réformiste qui sévit depuis au moins une décennie dans l'administration déconcentrée, un sentiment d'exaspération chez les élus et d'épuisement chez les personnels. Les travaux de vos rapporteurs interviennent dans un contexte de désorganisation des services déconcentrés, imputable à l'accumulation ces dernières années de réformes tout à la fois continues, généralisées et mal articulées les unes avec les autres. Ces réformes sont continues dans le temps puisque la réorganisation des services déconcentrés de l'État a été amorcée en 2008. Avec la réforme de l'administration territoriale de l'État, REAT, lancée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, puis s'est poursuivie depuis 2012 avec la modernisation de l'action publique MAP, qui comprend notamment une revue des missions de l'administration territoriale de l'État. Elles sont généralisées dans l'espace, aucun échelon territorial, de la circonscription régionale à l'arrondissement, en passant par l'échelon départemental, n'échappant à la redéfinition des services déconcentrés de l'État. En témoignent les annonces successives de la réorganisation des services régionaux en 2014, du plan préfecture nouvelle génération en 2015 et de la révision de la carte des arrondissements en 2016. Elles sont enfin assez mal articulées les unes avec les autres dans la mesure où les territoires sont non seulement touchés par les réorganisations des services déconcentrés évoquées ci-dessus, mais aussi par les rationalisations conduites de surcroît selon une logique de silo, des implantations territoriales d'autres services publics. La réforme de l'administration territoriale de l'État. Initiée le cadre de la RGPP, la REAT a consisté en une réorganisation des services déconcentrés régionaux et départementaux, ainsi qu'en un renforcement de l'autorité des préfets de région et de département. Les services régionaux ont été ramenés au nombre de 8 contre une vingtaine auparavant. Direction régionale des finances publiques, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Direction régionale des affaires culturelles, Agence régionale de santé, rectorat. Les services départementaux ont été réorganisés autour de 2 à 3 directions départementales interministérielles. Selon les départements, direction départementale des territoires, direction départementale de la cohésion sociale, direction départementale de la protection des populations,
La première direction prenant le nom de Direction départementale des territoires et de la mer dans les départements littoraux et les deux derniers étant réunis en une direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dans les départements de moins de 400 000 habitants. En outre, le préfet de région est devenu responsable de l'exécution des politiques publiques dans la région et a reçu un pouvoir d'instruction sur le préfet de département et un droit d'évocation de certaines des compétences de ce dernier. Parmi les missions des services déconcentrés, le contrôle de légalité a été centralisé en préfecture et recentré sur des secteurs prioritaires. La modernisation de l'action publique. Succédant à la RGPP, la modernisation de l'action publique comporte un volet relatif aux services déconcentrés. Les premières actions du gouvernement issues des élections législatives de 2012 à l'égard des services déconcentrés ont été notamment de constituer un groupe de travail interministériel piloté par le secrétariat général à la modernisation de l'action publique et de confier à Jean-Marc Rebière et à Jean-Pierre Weiss un rapport portant sur la stratégie d'organisation à 5 ans de l'administration territoriale de l'État. Sur cette base, plusieurs séries de mesures ont été adoptées par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique. Réuni à 4 reprises, de 2012 à 2013, le CIMAP a donné une suite concrète et opérationnelle aux propositions du groupe de travail et du rapport précité, respectivement les 2 et 17 avril 2013. Vos rapporteurs observent que la MAP avait pour objectif initial la stabilisation de l'organisation territoriale de l'État. L'essentiel des évolutions alors engagées portant sur les modalités d'exercice pratique des compétences des services déconcentrés. Pour preuve, le relevé de décision du CIMAP du 17 juillet 2013 indiquait « Le gouvernement a fait le choix de concentrer désormais les énergies sur la rénovation des modalités de pilotage et de fonctionnement de l'administration déconcentrée, plutôt que de lancer une nouvelle réorganisation alors que les précédentes se sont révélées brutales et n'ont pas été assimilées. » La décision numéro 33 précisait même que le gouvernement n'engage pas de nouvelles réorganisations et assure la stabilité des services existants départementaux et régionaux pour concentrer les énergies sur la modernisation du pilotage et l'amélioration concrète du fonctionnement de l'administration déconcentrée. Ironie de l'histoire, à peine un an plus tard, ce charge objectif de stabilisation passait au second plan, au profit de réformes nettement plus ambitieuses. Dans l'intervalle, en effet, la nouvelle donne territoriale avait rendu plus pressante la réorganisation des services déconcentrés, sans compter la nécessité, dans un contexte de crise persistante, de réduire les dépenses publiques et de soutenir la compétitivité des territoires. D'une part, la réforme de la carte des régions consécutive à la loi numéro 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, article 1, avait justifié l'évolution de ces services régionaux et reposé la question du devenir des services départementaux. D'autre part, la montée en puissance des métropoles permise par la loi numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPAM, ainsi que la constitution des groupements de communes ou d'au moins 15 000 habitants, portée par la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, article 33, avait mis en lumière les faiblesses de l'organisation des services infradépartementaux. Les 8 chantiers de la réforme de l'État. C'est dans ce contexte qu'a été lancé par le Conseil des ministres du 2 juillet 2014 une nouvelle étape de la réforme de l'État, menée de manière complémentaire et dans le même calendrier que la réforme territoriale. Sa mise en œuvre a été confiée au ministre de l'Intérieur en lien avec le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. 8 chantiers prioritaires ont ainsi été définis. L'élaboration d'une revue des missions de l'administration territoriale de l'État, la rénovation de la charte de la déconcentration, la mise en place d'une gestion modernisée et déconcentrée des ressources humaines,
le renforcement des marges de manœuvre budgétaires des gestionnaires locaux, la définition d'une nouvelle carte des services publics au niveau intradépartemental, le renforcement du rôle des préfets délégués territoriaux des établissements publics de l'État, la relance et la poursuite de la mutualisation des fonctions support et la simplification du fonctionnement des instances consultatives. Les 45 engagements de la revue d'émission. Dans le cadre de la revue d'émission, 45 engagements ont été pris dont certains concernent directement les collectivités territoriales, telles que moderniser les missions de délivrance des titres, dématérialiser les actes soumis à transmission et notamment pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, systématiser la transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle, tenir compte de la récurrence des irrégularités constatées pour le cas échéant alléger la fréquence des contrôles sur les actes de certaines collectivités engagées dans des démarches d'autocontrôle. Réduire par bloc homogène d'actes la liste des actes transmissibles. Renforcer et améliorer le conseil aux plus petites collectivités dans les domaines juridiques les plus complexes. Ou redéfinir la stratégie et le niveau d'intervention des services de l'État en matière d'ingénierie territoriale, permettant d'offrir une prestation adaptée à la nature du projet. Ces chantiers et ces engagements dont la mise en œuvre est toujours en cours ont d'ores et déjà abouti à quelques réalisations notables parmi les suivantes. Une circulaire du 4 décembre 2013 a fait du préfet de région le responsable du budget opérationnel du programme de BOP pour les services territoriaux placés sous son autorité. Un décret du 7 mai 2015 a remplacé la charte de la déconcentration datant de 1992 pour une nouvelle. Cette charte, qui consacre l'échelon régional comme niveau de conduite d'action de modernisation des services déconcentrés et de définition du cadre stratégique de la politique immobilière des services déconcentrés, dote le préfet de région de la faculté de déroger aux règles relatives à l'organisation des services déconcentrés et à la répartition des missions entre ces services, notamment pour tenir compte des spécificités locales et affirme les pouvoirs des préfets à l'égard des opérateurs de l'État et en matière de mutualisation. Une directive nationale d'orientation des préfectures et sous-préfectures 2016 à 2018 a été publiée. Elle a notamment pour objet de préciser les modalités d'application du plan préfecture nouvelle génération qui vise à moderniser l'activité de délivrance des titres de préfecture pour conforter leur mission régalienne dont l'expertise juridique et le contrôle de légalité. Une directive nationale d'orientation interministérielle sur l'ingénierie d'État dans les territoires 2016 à 2018 a été prise. Elle assigne à l'État un rôle d'expertise, d'incitation et de facilitation dans ce domaine et précise les fonctions de ses représentants. Le préfet de région est chargé de mener des missions de pilotage et d'animation, notamment le préfet de département d'organiser l'action des services de l'État de manière à faciliter la conception et la mise en œuvre des projets, et le sous-préfet de concourir à la détection et à l'accompagnement des projets. Dans le cadre de la MAP, des réformes ont été annoncées à l'échelle de toutes les circonscriptions administratives. La réforme des services régionaux. Tirant les conséquences de la loi numéro 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, l'État a réorganisé ses services régionaux afin de faire coïncider la carte des circonscriptions régionales avec celle des nouvelles régions. À cette fin, Jean-Luc Nevache a été désigné coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l'État dans le cadre de la carte régionale. Ainsi, dans les 7 régions fusionnées, le nombre de services régionaux est passé de 144 à 63. Corrélativement, 9 postes de préfets de région ou de directeurs généraux d'agences régionales de santé ainsi que 63 postes de directeurs régionaux ont été supprimés.
Par ailleurs, les services interrégionaux, zones de défense, gendarmerie, douane, protection judiciaire de la jeunesse et les opérateurs de l'État, Pôle emploi, agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chambres consulaires ont révisé leur périmètre de compétences. Dans l'éducation nationale, enfin, des recteurs de régions académiques ont été désignés. Les missions des services départementaux doivent être revues dans le cadre du plan préfecture nouvelle génération et leurs moyens renforcés consécutivement au Conseil des ministres du 31 juillet 2015, présenté par le ministre de l'Intérieur lors du comité technique spécial des préfectures le 9 juin 2015. Le plan préfecture nouvelle génération a pour objet la réduction de l'activité de guichet des préfectures afin de recentrer leur activité sur des missions identifiées comme prioritaires. Les modalités de délivrance des titres, passeports et cartes nationales, permis de conduire, ces systèmes d'immatriculation des véhicules civils vont être modernisés. Dans un souci de simplification des démarches, de réduction des coûts, de sécurisation des titres et de lutte contre la fraude. Selon les éléments indiqués par le ministère de l'Intérieur, les demandes pourront être effectuées dans certaines mairies, à domicile ou dans une école, à domicile ou via un prestataire externe. Leur instruction sera confiée à une quarantaine de centres de ressources et d'expertise des titres. Les effectifs ainsi dégagés dans le réseau préfectoral seront redéployés sur 4 missions prioritaires. La lutte contre la fraude documentaire avec la désignation d'un correspondant fraude par préfecture, la gestion locale des crises à travers la création d'un service ou d'une direction des sécurités. L'expertise juridique et le contrôle de légalité sont ainsi prévus. La création de 8 pôles d'appui juridique aux préfectures dans 4 domaines: police administrative et sécurité routière, ressources humaines, contrats et marchés publics, concours de la force publique et responsabilité de l'État, et le renforcement du pôle interministériel d'appui au contrôle de légalité. Sur 2 points, contrôle budgétaire et sujets complexes. La coordination territoriale des politiques publiques via la mise en place d'une structure de coordination par département dans 4 domaines: économie et emploi, aménagement du territoire et urbanisme, environnement et cohésion sociale. Ces orientations ont été traduites dans la Directive nationale d'orientation des NO des préfectures et sous-préfectures 2016 à 2018 et une circulaire du 8 juillet 2016. La directive prévoit notamment un plan de requalification des carrières afin d'accompagner la redéfinition des missions du réseau préfectoral. Ce plan doit ainsi faire passer d'ici 2020 la proportion des agents de catégorie A. Au-delà du réseau préfectoral, l'État a souhaité plus largement conforter l'État départemental dans la mise en œuvre des politiques publiques. À l'issue du Conseil des ministres du 31 juillet 2015, 5 décisions ont été annoncées en ce sens afin de renforcer les directions départementales avec le réexamen du partage de compétences entre les directions départementales des territoires et des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Les politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale avec le regroupement de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et de la direction départementale de la cohésion sociale du département chef-lieu dans 8 régions. L'action culturelle, un conseiller devant être nommé dans les 40 départements les plus peuplés. Les directions départementales interministérielles, les réductions d'effectifs des personnels déconcentrés devant être ciblées aux 2 tiers sur les échelons régionaux à compter de 2016. Et la visibilité des services départementaux de l'État dont les intitulés doivent être rationalisés. La réforme des services infradépartementaux. Véritable serpent de mer, la reconfiguration des services infradépartementaux est à l'agenda avec l'adaptation des arrondissements et la promotion des maisons de l'État ou des maisons de services au public. Après avoir élaboré une typologie des arrondissements et réorganisé certaines sous-préfectures en 2013, le ministère de l'Intérieur s'est engagé dans une révision de la carte des arrondissements dans le but notamment d'adapter ces derniers au périmètre des nouvelles intercommunalités.
Par une instruction du 16 février 2016, le ministre de l'Intérieur a ainsi demandé au préfet d'élaborer un projet territorial en concertation avec les élus locaux et les syndicats de personnel. À l'occasion d'un discours le 16 septembre dernier, il a annoncé l'adaptation de 249 arrondissements sur 335, 72 départements étant concernés. L'essor des maisons de l'État et des maisons de services au public. Dans le même temps sont développées les maisons de l'État et les maisons de services au public. Il s'agit de formules de maintien des services de proximité, ces services relevant dans le premier cas de l'État et dans le second de l'État, mais aussi de collectivités territoriales, d'opérateurs ou d'entreprises de services publics et d'organismes de sécurité sociale notamment. Sur ce point, il est à noter que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a constitué un signal fort en direction de l'accès aux services publics. En effet, cette loi est venue créer sous cette dénomination les maisons de services au public, article 100, et prévoir l'élaboration conjointe par le préfet de département, le président du conseil départemental d'un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Au-delà des réorganisations des services déconcentrés rappelées ci-dessus, les territoires ont aussi été touchés par les rationalisations des autres cartes des services publics, comme les forces de police et de gendarmerie, les écoles, les hôpitaux, les tribunaux, les trésoreries ou les sites de défense. La plupart de ces réformes ont été conduites isolément par chaque ministère selon une logique des silos. Les résultats apportés par les 4500 élus locaux ayant participé à la consultation en ligne lancée par vos rapporteurs témoignent de l'empilement de ces réformes, souvent mal articulées les unes aux autres. Pour preuve, 61% des élus locaux interrogés ont indiqué que leur commune ou leur établissement ont été touchés par au moins une réforme des implantations territoriales de l'État. Les répondants ont précisé qu'il s'agissait en l'espèce des réformes des gendarmeries, des services déconcentrés régionaux, des hôpitaux, des sous-préfectures, des écoles, des tribunaux ou des sites de défense. Nos rapporteurs retiennent de leur échange avec les représentants de l'État une volonté affichée de réformer différemment les services déconcentrés. Tout d'abord, les objectifs poursuivis sont annoncés comme plus qualitatifs que quantitatifs, l'accent étant mis sur la priorisation des missions plutôt que sur la réduction des effectifs. Plus encore, la méthode est présentée comme davantage participative, les agents de l'État et dans une moindre mesure les collectivités territoriales devant être associées autant que possible. Si ces intentions sont louables, les associations des locaux et syndicats auditionnés par vos rapporteurs estiment qu'elles sont néanmoins contredites par les faits. L'objectif de modération budgétaire reste prégnant et l'association des acteurs de terrain insuffisante. Selon les représentants de l'État auditionnés par vos rapporteurs, les réformes en cours des services déconcentrés poursuivraient un objectif quelque peu différent des précédentes. Schématiquement, à une logique essentiellement quantitative et centrée sur la baisse des effectifs promue par la REAT, aurait succédé une logique davantage qualitative et destinée à prioriser les missions dans le cadre de la MAP. Au cours de son audition par vos rapporteurs, Denis Robin, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, a ainsi indiqué que la réorganisation de l'administration territoriale de l'État a connu deux phases distinctes, dont il a pointé les similitudes et les différences. Le secrétaire général a tout d'abord rappelé que la première phase, la revue générale des politiques publiques, débute en 2008 avec une pression budgétaire importante sur l'ensemble de l'administration de l'État, et notamment sur le réseau territoriaux. À titre d'exemple, de 2009 à 2015, le réseau des préfectures et des sous-préfectures a perdu plus de 3200 emplois. Il a poursuivi ainsi. La deuxième phase s'amorce avec la revue des missions qui a elle aussi un objectif d'efficience des services de l'État. Cependant, elle n'est plus conduite selon une logique quantitative,
mais plutôt qualitative. Lors de la revue des missions, on a demandé à chaque ministère de regarder parmi les missions exercées par ses réseaux territoriaux celles qui pouvaient être supprimées, transférées ou regroupées au service autrement. Il n'y a eu quasiment aucune réforme relevant de la première catégorie, c'est-à-dire d'un abandon pur et simple de mission. C'est cette même logique de priorisation des missions qui aurait présidé au plan préfecture nouvelle génération. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur ayant souhaité mettre un terme à la logique du rabot, consistant à contraindre d'année en année les moyens du réseau préfectoral pour identifier et renforcer des missions jugées prioritaires. Les propos tenus à vos rapporteurs par Stanislas Bouron, directeur des ressources humaines du ministère de l'Intérieur, en attestent. Après des années pendant lesquelles il a fallu rendre des postes, le ministère de l'Intérieur s'est demandé s'il était encore tenable pour assurer des missions vitales et d'avenir qui sont demandées par nos partenaires locaux, de continuer la logique du rabot. La réponse a été négative. Il fallait trouver une solution différente en s'interrogeant sur les missions menées. C'est la logique du plan préfecture nouvelle génération. Vos rapporteurs ont pris connaissance avec un certain intérêt de la tentative de priorisation des missions engagées par l'État, et notamment par le ministère de l'Intérieur. Il estime qu'il est encore trop tôt pour apprécier l'incidence concrète de ces orientations sur nos territoires. Cependant, il relève que la plupart des associations d'élus locaux et syndicats auditionnés par eux ne partagent pas le point de vue des représentants de l'État aux acteurs de terrain. La modération budgétaire demeure l'aiguillon des réformes. Il ressort de la table ronde à laquelle vos rapporteurs ont convié les principales associations des locaux que les services déconcentrés de plus en plus contraints matériellement par les réformes peinent à exercer leur mission auprès des collectivités territoriales et tendent à transférer leurs responsabilités vers ces derniers. Certaines associations s'inquiètent de la diminution des moyens des services déconcentrés, qui pénalise au premier chef leur fonction de conseil. À titre d'exemple, Rachel Payard, membre du comité directeur de l'Association des maires de France, a indiqué que l'État n'a plus les moyens d'exercer son rôle de conseil quand des réformes régulières et incessantes conduisent à un transfert de responsabilités vers les élus locaux. Dans le même ordre d'idées, Loïc Corret, président délégué de l'Assemblée des communautés de France, a affirmé que l'État cherche à diminuer ses moyens sur le territoire et à réduire sa fonction de conseil qui a quasiment disparu. Dans ce contexte, plusieurs associations se sont montrées préoccupées par les reports de charges. C'est notamment le cas de Ville-de-France qui, dans une contribution écrite adressée à vos rapporteurs, a relevé qu'il existe clairement un report de charges administratives dans un bon nombre de domaines, surtout en matière d'urbanisme et de développement durable. De son côté, Alexandre Tousset, vice-président de l'Assemblée des départements de France, a rappelé que les départements se substituent de plus en plus à l'État, notamment dans les prestations d'ingénierie territoriale, délivrées au profit du bloc communal. Nous ne sommes pas en première ligne comme les communes et les intercommunalités, mais la loi nous impose de mettre en place des mesures compensatoires en direction du bloc communal. Cet effet redistributif a un impact sur nous. Nous devons prendre à notre charge la mission d'ingénierie territoriale alors que la situation des départements est difficile. Comme les associations des locaux, les syndicats auditionnés par vos rapporteurs ont rappelé la finalité budgétaire qui guide les réformes des services déconcentrés. L'analyse délivrée à vos rapporteurs par Guillemette Favreau, secrétaire fédérale à la Fédération Interco-CFDT, est révélatrice. S'agissant du sens des réformes qui se sont empilées, la seule année qui a été valorisée a été celle des restrictions budgétaires. Cela explique probablement pourquoi les suppressions annuelles d'effectifs ont été la seule traduction visible de ces réformes pour les agents. L'objectif de la modernisation de la publique devrait être de changer le curseur.
Il s'agissait d'une nouvelle démarche censée rompre avec la seule restriction budgétaire. Or, ce sont les mêmes experts que nous avons face à nous. La démarche est rigoureusement la même, excepté qu'elle s'entoure de précautions de langage rappelant, rappelant l'attachement au dialogue social. Dans le même esprit, Didier Lassauzet, conseiller fédéral à la CGT, a indiqué que la réforme a notamment pour objectif la réduction de la dépense publique avec des conséquences sur les services et les collectivités. Et Paul Afonso, secrétaire général de l'UNSA Intérieur ATS, a précisé: Nous sommes uniquement dans une logique de réduction d'effectifs avec des transferts vers les collectivités territoriales, ce qui pénalise de fait le contribuable local. Quant à la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière, elle a indiqué dans une réponse écrite adressée à vos rapporteurs qu'une fois de, qu'une fois de plus, seul le prisme budgétaire a compté. À l'instar des associations des locaux et syndicats, les élus locaux qui ont participé à la consultation ont délivré un point de vue critique sur les réformes successives des services déconcentrés. Ainsi, les répondants ont jugé non pertinent la REAT à hauteur de 58%, la réforme des services déconcentrés régionaux dans 61% des cas et le plan préfecture nouvelle génération pour 60% d'entre eux. Ils considèrent que ces dernières réformes inefficaces dans des proportions respectives de 70% et 69%. Par ailleurs, 77% des répondants indiquent craindre un report de charges administratives ou financières vers leur commune ou établissement du fait des réformes en cours des services déconcentrés. D'après les représentants de l'État auditionnés par vos rapporteurs, une attention serait portée à l'association des acteurs de terrain aux réformes en cours des services déconcentrés. Au total, la MAP et singulièrement la revue des missions serait fondée sur une méthodologie plus ascendante et plus interministérielle. C'est ainsi que Denis Robin, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, a fait observer à vos rapporteurs que la revue des missions s'est nourrie des propositions faites par les personnels des services déconcentrés. La revue des missions s'est faite à partir des propositions des services déconcentrés de l'État. Des groupes de travail ont été animés par les préfets des régions qui ont fait remonter des propositions dans tous les domaines d'intervention de l'État. Les préfets ont porté l'ensemble de la démarche en lui donnant une légitimité interministérielle. Ces propos rejoignent ceux plus généraux de Laure de la Bretèche, secrétaire général à la modernisation de l'action publique, qui a insisté sur la méthodologie participative du SGMAP, instance de pilotage de la revue des missions. S'agissant de la méthodologie du travail du SGMAP, nous sommes toujours très attachés. À partir des besoins réels, nous allons établir le diagnostic auprès des citoyens, des entreprises et des élus locaux. Selon les chiffres communiqués par le SGMAP, dans le cadre de la revue des missions, 150 réunions ont été organisées entre novembre 2014 et novembre 2015. Dans 14 régions et départements en métropole et en outre-mer, au terme desquelles 560 propositions ont été faites au gouvernement par les acteurs de terrain, services déconcentrés, collectivités territoriales, entreprises et usagers. Par la suite, un cycle de concertation avec les partenaires sociaux et les associations des locaux a précédé l'adoption des 45 mesures retenues. Au-delà de la revue des missions, des échanges plus ou moins réguliers et plus ou moins apaisés sont également intervenus entre les représentants de l'État et les associations des locaux pour la mise en œuvre des autres pans de la réorganisation des services déconcentrés. Ainsi, selon Jean-Luc Neuvage, préfet coordonnateur de la réforme des services déconcentrés de l'État dans le cadre de la nouvelle carte régionale, un dialogue constant avec Régions de France a été engagé. De son côté, Michel Berg, directeur du plan préfecture nouvelle génération, a indiqué que des discussions sont conduites depuis quelques mois, notamment avec le comité des affaires générales de l'Association des maires de France, sur la réforme des modalités de délivrance de la carte nationale d'identité. La recherche d'une meilleure association des parties prenantes, notamment dans le cadre de la revue des missions, a suscité l'attention de vos rapporteurs, qui y voient un infléchissement encourageant en direction d'une relation partenariale
entre l'État et les collectivités territoriales. Comme évoqué précédemment, vos rapporteurs estiment qu'il est prématuré d'évaluer les aboutissants de cette méthodologie. Toutefois, ils ne peuvent que rappeler que l'association aux réformes des acteurs de terrain demeure insuffisante aux yeux de la majeure partie des élus locaux et des syndicats qui ont été auditionnés. Réunis en une table ronde, les associations du locaux ont très largement déploré la mise à l'écart des collectivités territoriales. Vanik Babrian, président de l'AMRF, a cité le manque de concertation parmi les facteurs qui expliquent les tensions actuelles, tandis que Rachel Payard, membre du comité directeur de l'AMF, a indiqué notre principale demande est l'amélioration de la concertation entre l'État et les collectivités. Partageant ces considérations, Ville-de-France, dans sa lettre adressée à vos rapporteurs, a distingué l'information que les services de l'État pratiquent épisodiquement de la concertation, quant à elle inexistante. À aucun moment les collectivités territoriales et leurs associations représentatives n'ont été sérieusement associées. Les rares réunions qu'on pu se tenir au ministère de l'Intérieur ou sous l'égide de Matignon n'étaient pas de réunions de concertation, mais de réunions d'information. Fait notable, la région de France est dite satisfaite du dialogue engagé avec l'État dans le cadre de la réorganisation des services régionaux. La mission conduite par le préfet Jean-Luc Nevache sur la réorganisation des services de l'État au niveau régional est exemplaire en matière de dialogue avec les régions. Des observations similaires ont été faites par les syndicats auditionnés par vos rapporteurs. Tout d'abord, certains syndicats ont critiqué le caractère incomplet du dialogue social, qui demeure trop souvent limité à une logique informative. Cantonné au sein de commissions formelles et au lieu de débats substantiels ou transversaux, Stéphane Boutorine, représentant de la CFDT au comité technique des directions départementales interministérielles, a ainsi rappelé la primauté d'une logique d'information. Nous estimons que la discussion avec les partenaires sociaux n'existe pas ou est très faible. On est plus dans l'information que sur une véritable discussion sur les orientations, les missions ou les métiers. De son côté, Didier Lazozet, conseiller confédéral à la CGT, a souligné les lacunes des lieux d'échange dont le rôle est limité. Les structures mises en place, par exemple au niveau du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil commun de la fonction publique ou du Conseil national des services publics, sont peu réunies et ont eu un rôle très limité. En ce qui concerne la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière, elle a regretté dans les éléments écrits transmis à vos rapporteurs le manque de débat de fond sur l'évolution des services déconcentrés en dépit de demandes répétées. Force ouvrière avait demandé au gouvernement de mettre à plat ces problématiques et d'avoir un débat de fond portant sur les questions quel service public, quelle mission, pour quel acteur. Plus encore, un syndicat a rappelé que ces lacunes dans le dialogue social pourraient impacter les processus de réorganisation. Ainsi, pour Alain Parisot, secrétaire national de l'UNSA, en charge de la réforme de l'État, le déficit de dialogue social a causé de fortes difficultés dans l'organisation des services et dans l'appropriation des changements, notamment par l'encadrement intermédiaire qui s'est trouvé isolé des lieux de décision, mais responsable de leur mise en œuvre. Dans tout processus de réorganisation, l'UNSA considère que le dialogue social doit être au centre des réflexions et intervenir en amont des décisions. Les élus locaux qui sont pris à part à la consultation ont affiché la même perplexité que les associations d'élus locaux et syndicats. Quant aux méthodes mobilisées par les réformes successives des services déconcentrés, plus précisément, 92% des élus locaux ont estimé ne pas avoir été suffisamment associés à ces réformes. Parmi eux, 52% ont indiqué ne pas avoir été associés du tout. Illustration concrète de ce manque de dialogue, il existe chez les élus locaux une réelle méconnaissance des dernières réformes des services déconcentrés. Pour preuve, 67% des répondants ont affirmé ne pas avoir connaissance du plan préfecture nouvelle génération et 80% du nouveau conseil au territoire.
Que retenir de cet enchaînement de réformes conduites ces dernières décennies et dont vos rapporteurs ont rappelé les principales étapes et les principaux défauts? Quels pourraient être, du point de vue des collectivités territoriales, les éléments pouvant susciter l'intérêt ou à l'inverse l'inquiétude? C'est à cet exercice d'évaluation des politiques publiques, nécessairement lacunaire, nécessairement insatisfaisante, que vos rapporteurs se sont livrés. Les réformes des services déconcentrés ont entraîné un renforcement continu de l'autorité du préfet de région, le resserrement des directions départementales et régionales et la clarification des priorités d'action de l'État. Ces évolutions ont eu pour corollaire un dépérissement relatif des échelons départementaux et infradépartementaux. La fragilisation globale des effectifs déconcentrés est une priorité donnée par l'État à sa mission de contrôle sur sa fonction de conseil. Vos rapporteurs constatent que les réformes engagées ont renforcé l'autorité du préfet de région, garant de l'action de l'État et responsable de l'exécution des politiques publiques dans la région. Ce dernier a tout d'abord reçu autorité sur les préfets des départements à travers un pouvoir d'instruction et le droit d'évocation de tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, avec le décret numéro 2010-146 du 16 février 2010, modifiant le décret numéro 2004-374 du 29 avril 2004. Plus récemment, le préfet des régions est devenu, par une circulaire du 4 décembre 2013, le responsable unique des budgets opérationnels des programmes RBOP, gérés par les services placés sous son autorité, ce qui a conforté son rôle de pilotage dans la gestion des crédits. Quelques innovations parfois plus formelles que substantielles ont également été introduites par le décret numéro 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration. Ce décret a fait de la circonscription régionale l'échelon de la conduite d'action de modernisation des services déconcentrés, dans les domaines de la simplification de leur activité administrative et de l'amélioration de leurs relations avec les usagers et de la définition du cadre stratégique de la politique immobilière et des services déconcentrés de l'État. Il est précisé que le préfet des régions peut être désigné délégué territorial des établissements publics de l'État ou à défaut peut convier les responsables territoriaux de ces établissements aux instances de collégialité et émettre un avis sur leur désignation et leur évaluation. Le préfet de région dispose également de la faculté de proposer des mutualisations nécessaires à un meilleur fonctionnement des services déconcentrés, ainsi que des dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'organisation des services déconcentrés et à la répartition des missions entre ces services, afin notamment de tenir compte des spécificités locales. Cette même charte a créé la Conférence nationale de l'administration territoriale de l'État, qui réunit les préfets de région et les secrétaires généraux des ministères sous l'égide du secrétaire général du gouvernement, afin de veiller notamment à la bonne articulation des relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés, articles 17 et 18. Enfin, une circulaire du 29 septembre 2015 a réorganisé les secrétariats généraux aux affaires régionales autour de deux pôles. Le premier est chargé de l'animation régionale des politiques publiques et de la coordination interministérielle, et le second des actions de modernisation et de mutualisation notamment. Au total, placés à la tête de régions plus grandes et bénéficiant de pouvoirs renforcés à l'égard des préfets de départements, des directions régionales et des opérateurs de l'État, les préfets de région ont vu leur autorité renforcée, ce qui semblait aller dans le sens de la grande unicité de l'administration déconcentrée souhaitée par les collectivités territoriales. Outre l'affirmation de l'échelon régional et du préfet de région, vos rapporteurs observent que les réformes mises en place ont conduit au resserrement des directions départementales et régionales. La READ a ramené les services régionaux à 8 et les services départementaux à 2 ou 3, tandis que depuis la MAP, les services régionaux sont passés de 144 à 63, et que certaines directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et directions départementales de la cohésion sociale ont été fusionnées. L'objet du présent rapport n'est pas de dresser le bilan des réorganisations successives,
Cet exercice a d'ailleurs déjà été réalisé de façon précise et parfois critique par de nombreux travaux, tels que le rapport de Jean-Marc Rebière et Jean-Pierre Weiss sur la stratégie d'organisation à 5 ans de l'administration territoriale de l'État, publié en 2013, celui de la Cour des comptes sur l'organisation territoriale de l'État, paru la même année, ou celui plus récent de la Commission des lois dans le cadre de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des lois de réforme territoriale. Cependant, vos rapporteurs retiennent de l'audition de Werner Gagneron, inspecteur général de l'administration et président du comité de pilotage pour la coordination de l'intervention des inspections générales dans les directions départementales interministérielles, l'intérêt de certains rapprochements entre services déconcentrés. S'il y a une réussite de la REAT, c'est le resserrement autour du préfet des services déconcentrés de l'État. Ce mouvement est absolument net et de surcroît perçu de manière très positive par l'ensemble des acteurs. À titre d'illustration, selon Werner Gagneron, la création des DDL en rapprochant différents services a pu contribuer à internaliser les contradictions de l'administration et à renforcer la cohérence de la position de l'État à l'égard des collectivités. Très concrètement, dans les directions départementales des territoires, les orientations des services de l'agriculture sensibles à la préservation des espaces agricoles et des services de l'équipement plus promptes à favoriser les opérations d'aménagement ont pu être mieux articulées. La clarification des priorités d'action de l'État. Enfin, vos rapporteurs soulignent que les réformes conduites ont amené l'État à clarifier ses priorités d'action, dans le but de rationaliser les documents stratégiques et de favoriser une meilleure articulation entre eux. Une circulaire du 28 octobre 2014 a limité ces outils à 3. Les directives nationales d'orientation qui fournissent un cadre cohérent et clairement hiérarchisé de priorités pour un domaine déterminé. Les stratégies de l'État en région qui déclinent une stratégie triennale de l'action de l'État adaptée au territoire. Et les documents de priorité départementale qui en constituent la traduction annuelle opérationnelle. Témoin de l'affirmation des DNO, l'article 9 de la Charte de la déconcentration de 2015 dispose que les ministres élaborent sur une base pluriannuelle les priorités d'action des services déconcentrés qui sont formalisées dans des directives nationales d'orientation. Le Premier ministre veille à la cohérence globale de ces priorités. Lors de son audition par vos rapporteurs, Patrick Lavore, inspecteur général de la jeunesse et des sports et membre du comité de pilotage précité, est revenu sur l'essor et l'intérêt des DNO. Même si elle existait avant 2010, la notion même de directive nationale d'orientation a vraiment pris corps en 2010 et surtout en 2012, au moment du lancement de la modernisation de l'action publique, où on a révisité les modes de fonctionnement de l'administration territoriale. Depuis lors, on observe une prise de responsabilité des préfets de région sur la définition de la stratégie de l'État en région, même si les directeurs régionaux doivent également répondre aux commandes des ministres. Corrélativement à l'affirmation de l'autorité du préfet de région, vos rapporteurs observent un déclin relatif de celle du préfet de département et du sous-préfet. Si le préfet de département s'est vu confier des pouvoirs similaires à ceux du préfet de région vis-à-vis des établissements publics de l'État et en matière de mutualisation, figurant dans la charte de la déconcentration de 2015, il n'en demeure pas moins que son action s'exerce dans la limite du pouvoir hiérarchique et du droit d'évocation du préfet de région cité précédemment. Depuis le décret numéro 2010-146 du 7 février 2010, modifiant le décret numéro 2004-374 du 29 avril 2004, s'agissant du sous-préfet, son rôle a été profondément redéfini.
depuis la centralisation du contrôle de l'égalité en préfecture par la REAT. En définitive, comme l'a rappelé notre collègue Michel André dans son rapport sur les préfectures et la réforme de l'État publié en 2013, la place du préfet du département est sujette à question, si ce n'est à redéfinition, avec encore plus d'acuité, et il en est de même pour le devenir des sous-préfets et des sous-préfectures. Vive la France, vive la démocratie.